continuons toujours. Faut-il parler du plus grand scandale financier sous l'ère Tshisekedi? Il faut dire que la gestion orthodoxe ou peu orthodoxe de fonds alloués au programme des 100 jours suscite fantasmes et polémiques alors que des interpellations s'enchaînent ici à Kinshasa. Doit-on parler du mirage ou d'une réelle volonté de mettre fin à l'impunité? Ce soir, face à l'opinion, on revient sur tout ce qui bruisse autour de ce projet des 100 jours, mais également sur d'autres faits qui défraient la chronique ici en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous allons recevoir sur ce plateau Maître Roby Kayenga, porte-parole de l'autre vision du Congo AVC, le parti cher Didier Boudimbu. Roby Kayenga qui va faire son entrée sur ce plateau sous les ovations du public ici présent. Maître, comment allez-vous? Bien, merci. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Alors, on va parler d'abord de votre santé physique avant de parler de la santé politique de votre parti AVC. Comment vous vous portez? Non, je me porte très bien, vraiment en forme. Je n'ai pas de soucis. On n'a pas de soucis. Le pays en a quand même. On va en parler tout à l'heure dans l'émission. Oui. Et le parti, votre parti? Le parti se porte bien. Nous sommes en train de préparer une très grande manifestation pour Vélodrome. Et le mois de mars, on est aussi en train de préparer quelque chose avec la Première Dame, ainsi que le chef de l'État lui-même. Donc, on est en train de préparer beaucoup d'actions. Nous sommes en train de redynamiser le parti. On dit désormais que c'est un des partis satellites de l'UDPS. Nous sommes alliés de l'UDPS. Alliés? Nous sommes alliés de l'UDPS, donc on n'est pas satellite. Donc, à chaque fois que nos droits seront touchés par l'UDPS, nous allons demander à notre allié de respecter nos droits. Nous sommes alliés de l'UDPS, nous sommes un parti qui soutient les actions du chef de l'État, et donc on n'a pas à cacher pour ça. Donc, nous ne sommes pas un parti satellite, nous sommes un parti allié de l'UDPS. On est présent sur le terrain parce qu'on a maintenant un poste au gouvernement. Oui, on a un poste au gouvernement. Nous attendons maintenant aussi ce qui va arriver, les mandataires et tout ça. Et donc, voilà. Avec 0 député. Bon, en fait, vous savez, le chef de l'État a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin. Le meilleur, ce ne sont pas seulement les députés. Le poids politique, c'est aussi en fonction vous savez, cette histoire, c'est ce qui a beaucoup fragilisé aussi le FCC et l'AMP à l'époque, des partis qui ont des députés, les autres qui n'ont pas de députés, la discrimination. La gestion de l'État ne dépend pas de ceux qui ont des députés. La gestion de l'État dépend de l'expertise et de l'expérience de chacun de nous. Si au sein des partis qui n'ont pas de députés à la majorité au sein du Parlement, et qu'il y a des gens compétents et qui peuvent servir la nation, pourquoi pas ne pas les prendre? On ne va pas rester dans cet ancrage qui n'apporte rien pour la République. Roby Kayenga, belle entrée dans cette émission. Vous allez commencer, comme tout le monde, à regarder la caméra, il est en face de vous. Vous allez faire votre profession des fois. Dites au public qui nous regarde ce soir si vous êtes prêt à convaincre, répondre favorablement aux questions qui vous seront posées. Bon, non, Jean-Pierre, je sais qu'il est difficile de parler de soi-même, et surtout de ce côté de soi-même 8 ou 9. Je voudrais que, par toute la modestie que je peux avoir, laisser au public et aux téléspectateurs, à vos téléspectateurs fidèles à votre émission, d'écouter, de vous appeler après pour vous dire ce qu'on a été à la hauteur ou pas. Donc sinon, s'il me demandait de m'écouter moi-même, donc j'aurais à mes côtés 9 ou 8, mais ce qui n'est peut-être alors qu'à la longue, je ne pourrais pas peut-être convaincre. Est-ce que vous vous sentez prêt? Pour vous discuter avec vous? Convaincre. Je suis venu pour parler au peuple congolais. Vous savez, convaincre, c'est autre chose. Mais je suis venu parler au peuple congolais et leur dire ce que nous pensons de la République, discuter avec eux sur les questions de la République. Et convaincre quelqu'un, vous savez, moi je suis avocat. Donc, avocat, dans ma profession d'avocat, je n'ai qu'un seul travail que je fais, c'est de plaider. L'avocat plaide et il appartient au juge d'apprécier ce que j'ai dit. Mais je ferai de tout ce qui est dans mon devoir. Agir en bon juriste, avec d'affûter toutes les armes légales pour pouvoir convaincre le tribunal. Mais en définitive, la conclusion ne m'appartient pas. Donc, parce qu'il y a des personnes qui doivent apprécier, donc je ne sais pas dire que je sais le convaincre. Mais à la fin de l'émission, peut-être qu'on reviendra sur la question. Et par rapport à votre public que vous avez invité, et qui est majoritairement jeune, ils pourront... On vous juge, on devait applaudir pour sa profession de foi, Roby Kayenga qui est ce soir d'en face à l'opinion. On rappelle que vous êtes également conseiller au ministère de l'économie, Maître Kayenga. Je voudrais que l'on commence par là. La situation socio-économique devient intenable. On ne va pas parler du coronavirus, mais ça commence un peu plus tôt. Le panier de la ménagère, les prix ont sensiblement galopé sur le marché, au point que les Congolais, on en a vu à l'université de Kinshasa, certains réclamaient Joseph Kabila. Non, ça ce sont des gens inconscients qui
disent des choses comme ça. On ne va pas Joseph, qualifier les Congolais d'inconscients. Non, parce que Joseph Kabila, c'est les mots de la République. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les fruits de ce que Joseph Kabila a planté pendant 18 ans. Donc revenir, redemander encore au mal de revenir encore pour vivre avec le mal, je pense que ça, ça relève de l'inconscience. Ça peut être très, très, très dur, ça peut choquer, mais c'est ça la réalité. Mais quand ceux qui prétendent réparer le mal s'enfoncent davantage. Non, Jean-Pierre, nous avons une économie extravertie. Notre économie, le Congo ne produit rien. Vous savez, comme ministère de l'économie, on ne produit rien. Les gens s'attaquent au ministère de l'économie au lieu de s'attaquer au ministère de l'agriculture. Est-ce que nous produisons ce que nous mangeons, nous ici au Congo? Et ce que nous mangeons nous-mêmes Congolais, est-ce que nous produisons ça ici? Vous trouvez normal qu'on importe même la farine? Au lieu de s'attaquer au ministère de l'agriculture, là où on doit en principe cultiver et nous apporter à manger, on ne le fait pas, on s'attaque au ministère de l'économie. Est-ce qu'on connaît les attributions du ministère de l'économie nationale? Le ministère de l'économie nationale régule le marché intérieur, tout simplement, par le contrôle de la production et des structures des prix. En fait, la loi de 2018 sur la liberté des prix prévoit ce que chaque importateur, chaque opérateur économique est libre de fixer le prix. C'est ça en fait le principe. Mais la loi fixe la marge bénéficiaire qu'il ne faut pas dépasser. On va de 10% à 20%, on ne dépasse pas 20%. Et donc, qu'est-ce que le ministère de l'économie fait? Il contrôle les structures des prix pour voir est-ce que l'importateur a respecté la marge bénéficiaire ou pas. Et c'est ce que nous faisons. Est-ce que les prix ont galopé? Est-ce qu'il y a rareté des denrées alimentaires? Vous savez que l'économie répond toujours à la loi de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il y a rareté des produits? Non, il n'y en a pas, il n'y a pas rareté. Et qu'est-ce qu'il y a eu? C'est la spéculation tout simplement. Et les Congolais ne savent même pas que le taux de dollar n'est pas fixé par le ministère de l'économie nationale. C'est fixé par la Banque centrale avec le ministère des Finances. Ce n'est pas nous. Donc, le problème, c'est que tout ce que les autres ministères font, quand ce n'est pas bien fait, il y a des répercussions sur le ministère de l'économie nationale. Vous essayez de vous dédouaner? Et non, pas du tout. Nous travaillons maintenant avec les autres ministères. Le chef de l'État dit qu'il faut diversifier les ressources. Ouais. Et nous sommes en train de nous battre pour que les autres ministères sectoriels puissent commencer à produire. Il faut que l'agriculture, l'élevage, nous n'avons pas de l'élevage. Nous ne produisons rien au ministère de l'économie nationale. Qu'est-ce que vous faites alors concrètement? Nous régulons le marché intérieur tout simplement. Ouais. Nous regardons est-ce qu'il y a l'approvisionnement, est-ce que la quantité qu'il y a, est-ce que ça va convenir, est-ce que les opérateurs économiques respectent la marge bénéficiaire prévue par la loi en nous communiquant, conformément à la loi, leur structure de prix pour voir est-ce qu'ils ont respecté la marge bénéficiaire ou pas. Vous avez promis une commission pour traquer ceux qui ne se conforment pas à cette structure de prix. Il y a une commission qui est en train de faire le travail, déjà sur terrain. Il y a des inspecteurs accompagnés des membres du cabinet du ministre de l'économie nationale pour vérifier des sociétés qui se sont obstinées à communiquer leur structure de prix. Il y aura des amendes, il y aura des sanctions, parce que tout est prévu par la loi. Que répondez-vous à ceux qui pensent que votre ministre, Mme Akassia, fait partie des mauvais choix de Félix Tshisekedi? Il faut qu'on se dise certaines choses. Vous savez, nous avons la chance d'avoir une ministre qui est honnête et compétente. C'est ce que je lui dis. Tu ne connais peut-être pas les réalités locales? Je sais. Non, elle connaît. Elle a étudié à l'UPC. Elle a travaillé à Finca. Elle travaille à la BIAC. Elle a travaillé dans une autre banque que j'ai oubliée ici. C'est une fille du pays. Elle est assistante à l'UPC. Elle connaît les réalités du pays. Mais vous savez, nous avons un Premier ministre qui est un professeur d'université et un économiste de talent et chevronné qui n'a plus rien à prouver. Vous trouvez normal qu'on soit en face d'une ministre incompétente et que le Premier ministre continue à travailler avec elle? Le choix politique? Non, on peut l'emporter sur... Non. C'est ça en fait. Le choix politique ne peut pas emporter sur les intérêts, sur le salut du peuple. Il s'agit du salut du peuple. Donc le salut du peuple n'a pas d'intérêt en dehors du peuple lui-même. Donc on ne peut pas dire... le chef de l'État lui-même ne peut pas accepter, lui qui veut réussir. Le peuple d'abord, en fait, c'est l'économie. Si le panier de la ménagère a aujourd'hui de quoi manger, ça, le peuple d'abord. Et donc, vous pensez réellement, si on était en face... Le problème, c'est que les Congolais ne connaissent pas les attributions des ministères. Jean-Pierre, au ministère de l'économie, on ne produit rien. D'abord, on ne connaît pas qui s'occupe de quoi parce que ces ordonnances sur la répartition des tâches ne sont toujours pas rendues. Nous nous sommes plein à cause de ça. Aucun ministère s'est plaint du fait que les attributions, il y a la continuité de l'État qui est là. Les ordonnances de 2017 signées par Joseph Kabila sont encore pendantes, nous les utilisons. C'est sur base de ça que nous sommes en train de travailler. Et sinon comment on travaille? Sinon, comment les ministres arrivent à signer des arrêtés et à poser des actes? C'est sur base de cette ordonnance-là. Et même le Premier ministre avait écrit pour demander à ce que l'arrêté de 2012 sur la composition du cabinet ministériel soit reconduit. Je crois l'arrêté de Matata. Donc soit reconduit et que les cabinets soient constitués sur base de cet arrêté-là. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais la vérité est que nous comprenons la souffrance du peuple.
nous savons que notre peuple a un problème. Mais si vous êtes au moins un journaliste d'investigation, vous savez que depuis un certain moment, les prix ne montent plus. En ce qui concerne par exemple le sucre aujourd'hui, on est parti de 11 500, on est à presque 9 500. Parce que pour préserver l'entrepreneuriat local, il y avait des mesures d'interdiction pour importer les sucres. Vous savez qu'on a une société qui produit le sucre ici, Silou. Mais Silou a une campagne de 6 mois. Après 6 mois, Silou doit suspendre et nettoyer ses machines et aller à la campagne. Mais l'année passée, Silou n'a pas bien fait sa campagne. Au lieu de produire 100 000 tonnes, comme il le fait par an, Silou n'a pas pour 6 mois, Silou n'a produit que 60. C'est comme ça que nous avons connu un déficit. Mais pour pallier à cela, Madame le ministre avait saisi le Conseil des ministres. On a levé la mesure d'importation. Aujourd'hui, tout le monde est libre d'importer le sucre. Et pour créer l'équilibre entre la loi de l'offre et de la demande, plus on va importer, plus il y aura du sucre, plus le prix va baisser. Donc nous sommes partis de 11 500, on est en train de le prix arriver à 10 000, 9 500. Et donc, des mesures ont été prises. Nous avons créé au niveau du ministère de l'économie la structure des prix de suivi des produits de première nécessité, où on a réuni tous les opérateurs économiques avec lesquels nous sommes en train de discuter pour éviter, anticiper toute rareté, anticiper tout ce qui peut y avoir comme surchauffe sur le marché. Et donc nous sommes en train de travailler avec eux. Beaucoup de mesures ont été mises en place et je vous assure, ce qui est le plus important, c'est que nous sommes dans la solidarité gouvernementale. On ne veut pas venir accuser d'autres ministères. Mais ce que le peuple congolais doit savoir, c'est que le ministère de l'économie a ses attributions qui n'ont rien à voir avec la production, parce qu'on ne produit rien. Alors là, je vais vous poser une question, non pas tant que conseiller au ministère de l'économie, mais comme tu sais que c'est un vétéran. Mais cette situation, cette grogne sociale, Maître Kayenga, sur le terrain, vous avez dit le peuple d'abord, c'est d'abord le social. On a l'impression qu'on s'écarte un tout petit peu de ces slogans qui paraît maintenant creux. J'aimerais bien que vous puissiez le démontrer parce que moi je ne vois pas tout ce que nous faisons, tout ce que le chef de l'État fait, c'est pour ça. Peut-être que les réformes ne peuvent pas se faire ressentir à moins de 6 mois. Le gouvernement est arrivé le 4 septembre, c'était le jour de l'investiture. Et il y a eu remise et reprise. Les gens devaient quand même aussi chercher à voir qu'est-ce qui se passe au sein des ministères. Donc, ce n'est pas en 6 mois déjà qu'on peut ressentir de réformes. Je crois que le chef de l'État, ainsi que le gouvernement, se déploie pour que le peuple... Je vous dis, le poste parfois que nous nous occupons au sein des ministères, nous sentons que... Il y a une austérité, une rigueur dans le travail, même dans le monde des dépenses que nous subissons là-bas. C'est juste pour que le peuple puisse se retrouver. Il y a des sacrifices énormes que nous faisons. Il y a beaucoup de sacrifices que les ministres font. Un ministre est payé combien aujourd'hui? Et il est payé combien? C'est moins de 5 millions de francs congolais. Un ministre est payé 5 millions de francs congolais. Donc c'est pour vous dire que les gens sont en train de grincer les dents. C'est qu'ils ne vivent pas de leur salaire. Non, en fait, il faut le démontrer. Mais en ce qui concerne nous, au ministère de l'économie nationale, madame vit de son salaire. Parce que je ne vois pas, si elle devait vivre, la campagne de diabolisation qui est en train de se faire contre elle, c'est à cause de son EDT. Les opérateurs économiques sont véreux. Ils viennent, ils vous tendent un piège, ils vous donnent des millions et tout ça. Dès que vous avez touché là-bas, ils commencent à détruire l'avenir de tout un peuple. Est-ce que nous ne voulons pas? On va se battre jusqu'à la fin pour que la population puisse se retrouver le sourire. On va parler du programme des 100 jours qui fait polémique également, qui fait bruisser sérieusement. Et ici à Kinshasa ou ailleurs, des fonds détournés en cascade en attendant les investigations de la justice. Est-ce que vous arrive de vous rendre compte, vous, porte-parole de l'AVC, qu'effectivement les choses n'ont pas marché comme prévu? Oui, effectivement. Vous savez, j'ai toujours dit que cette histoire de ce saut de mouton a joué beaucoup plus sur... il fallait attendre quand même l'événement, le 38e anniversaire de l'UDPS pour se rendre compte que le peuple est encore derrière le chef de l'État. Et cette grogne a fait souffrir des Congolais. Et moi, je commençais à douter de la popularité du chef d'État. Je me dis, mais ça risque de jouer très mal négativement sur sa popularité. Ça ne s'effrite pas. En fait, on n'a pas un sondage actualisé. On ne sait toujours pas si... Oui, mais déjà, voir que le stade des Martyrs était plein, donc c'est pour prouver que... C'est pas la seule unité des mesures. C'est déjà quelque chose. On peut bien minimiser ça, mais c'est déjà quelque chose de ce que déjà, on est à 80 000, 70 000 personnes qui peuvent se réunir autour d'un parti politique. Et donc, c'est déjà quand même quelque chose. Donc, et il y a beaucoup d'entre nous qui sont ici qui n'étaient pas là. Donc, si on peut prendre la masse qui ne s'est pas exprimée et celle qui était là, et donc je vous dis qu'on est déjà peut-être à 1 million, à 2 millions. Mais le plus important, c'est que nous voulons le changement. Et nous sommes en train de regretter que certains compatriotes qui voient la souffrance du peuple, qui voient comment ce peuple souffre, et continuent à se comporter comme dans le passé. Et ça, ce n'est pas bien. Ceux qui sont dans l'entourage du président. Nous n'épargnons personne. Nous, les alliés de l'UDPS, nous avons dit ceci. Et je crois que même l'honorable Jean-Marc Kabound avait relayé ça du haut de sa tribune. Il dit ceux qui sont concernés,
peu importe leur parti, devaient commencer par démissionner pour laisser à la justice de faire son travail. Nous n'épargnerons personne, Jean-Pierre. Ceux qui auront touché à la caisse de l'État, ceux qui auront touché à cet argent qui devait servir au peuple congolais, nous ne allons pas les laisser tranquilles. Ce n'est pas une pique ciblée envers des alliés que l'on connaît, par exemple? Mais s'ils se sont rendus eux-mêmes coupables, s'il est attesté à suffisance de preuves qu'ils ont touché au pot de vin et qu'ils ont été complices, ils seraient rendus complices des frais infractionnels, qui suis-je moi pour les empêcher, empêcher la justice de faire le travail? Pourquoi ne pas attendre que la justice fasse son travail que de demander leur démission aujourd'hui? Ça, c'est une sanction politique. Nous sommes des politiques. La justice, ce n'est pas notre travail. Il y a un organe qui fait la justice. Mais nous disons en politique, disons la sanction politique pour nous, c'est de démissionner. C'est ce que nous pouvons leur demander. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Nous ne sommes pas, c'est pas la justice congolaise. Nous sommes respectueux de l'appareil judiciaire et même des institutions de l'État. Mais nous, en tant que politique, nous leur demandons de démissionner. Vous avez-vous des indices sérieux de culpabilité qui pèseraient sur ces personnes? Notamment Vital Kamerhe qui citait très régulièrement. Vous savez, moi je suis membre de la commission au niveau du ministère de l'économie nationale de passation de marchés publics. Oui. Il y a une rigueur sérieuse pour arriver à gagner un marché public. Il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Ce qui n'a pas été le cas pour les 100 jours. Non, les marchés de gré à gré, c'est pas pour rien qu'on a mis cette procédure. C'est pour éviter effectivement la tricherie. Les marchés de gré à gré, ce sont des marchés très sensibles et ça frise souvent la corruption. Et donc, le directeur de cabinet du chef de l'État, qui est notre allié, nous l'avons voulu, nous voulons qu'il soit avec nous parce que nous voulons travailler avec lui, avec tout le monde. Il a été quand même un élément majeur dans la victoire finale de nos élections et de l'accession du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Mais s'il se rend lui-même coupable des faits infractionnels, ce n'est pas nous. Et là, nous ne pouvons pas, le chef de l'État n'aura pas comme rôle de protéger les criminels. Est-ce qu'il a agi seul dans cette affaire, Maître Roby, surtout quand on sait que c'était une affaire de gros sous? Non, agir seul. Sans la bénédiction de son chef, sans qu'il ait informé le chef de comment il comptait procéder. Non, le chef de l'État, vous savez, ce qui a concouru et milité à son élection, c'est d'abord parce qu'on l'appelait Maboko Pembe. Je ne vois pas le chef de l'État. Peut-être que beaucoup ne le connaissent pas, c'est un homme d'une très bonne moralité. Et donc, je ne le vois pas aller cautionner ce genre de choses. Je ne le vois pas. Parce que lui, il sait ce que nous lui avons dit. Nous avons dit, n'oublie pas, papa avait dit le peuple d'abord. Il est bénéficiaire tout simplement de l'aura de son père. Nous avons fait une transplantation de la confiance qu'on avait envers son père vers lui. Et nous lui avons dit, si nous te n'oublie pas ce que le papa avait dit. Il le sait. Il ne peut pas se compromettre. Est-ce qu'il ne s'écarte pas de cette vision? Non, pas du tout. Il a protégé son DIRCAB dans la première affaire de 15 millions et des scandales financiers se suivent, se précèdent. Vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons trop de juristes sur des réseaux sociaux et les gens ne cherchent pas à s'informer. La question de 100 jours, ce n'est pas une protection. Si vous allez au ministère de l'économie, vous trouverez un arrêté depuis 2011. Depuis 2001. Et André même Philippe Fouta a laissé cet arrêté. C'est les comités de suivi des produits stratégiques qui sont des produits pétroliers, qui les membres de ce comité-là, qui sont conçus des pétroliers, qui rétrocèdent à ces comités-là cet argent. Ça n'a rien à voir avec l'État. Je ne veux pas ouvrir... Justifier ouvrir cette boîte que je maîtrise parfaitement très bien. Parce que vous oubliez que les 15 millions sont partis du ministère de l'économie nationale. Et en principe, cet argent était logé dans le compte du ministère de l'économie nationale. Et là, vous êtes en face du conseil juridique du ministère de l'économie nationale. Donc, je connais quand même la vérité dans ça. Ça n'a rien à voir avec l'État congolais. Dans les 100 jours, il y a eu beaucoup de complaisance. Dans les 100 jours, il n'y a pas eu beaucoup de complaisance, mais le chef de l'État a cru que tout le monde avait la même vision que lui. Il a pensé que tout le monde avait le même souci, c'était de voir le peuple être satisfait. Mais les gens en ont profité pour se faire de l'argent. Et je pense que j'ai suivi le ministre de la Justice dans le rapport du Conseil des ministres de la semaine passée, qui a été clair. Il a demandé au chef de l'État de laisser cette fois-ci les enquêtes aller jusqu'au bout. Et c'est ce que nous allons faire. Et nous allons mettre dans la rue pour que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Et que le recalcitrant, et que ces gens qui se seront rendus coupables soient jugés et condamnés. Et donc ça, au moins, on va quand même aller dans cette façon. Ce qui s'est fait dans notre temps, c'est... on s'inscrit dans cette logique où carrément c'est du mirage, on essaie de flouer l'opinion ou une sorte de diversion.
Vous savez, les gens ne savent pas ce que c'est M. David Blattner dans ce pays. Les gens ne savent pas ce que c'est M. Diamal dans ce pays. Moi, je suis avocat, je suis dans les milieux des affaires, je connais. Ce sont des gens qui étaient intouchables. Qu'ils se retrouvent aujourd'hui, ne serait-ce qu'à Makala, même pour 1 heure. Je sais de quoi je parle. Est-ce que ce qui compte, ou ce qui compte, c'est que les fonds publics détournés soient restitués et que ceux qui les ont détournés soient sanctionnés et condamnés? Oui, mais si on les a arrêtés, c'est qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. La détention est justifiée quand vous lisez le code de procédure pénale, l'article 29, 30, tout ce qui sort. Et pour qu'on arrête quelqu'un, il faut qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité. Parce que déjà, leur identité est connue. Mais si on les arrête, c'est qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. On dit que c'est pour besoin d'enquête. Est-ce que les enquêtes, la détention ne devrait pas intervenir après l'aboutissement des enquêtes? Non, ça relève de l'appréciation du magistrat instructeur. Parce que pour détenir quelqu'un, il y a des conditions. Soit que son identité est douteuse, soit que sa fuite est à craindre, soit qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Ces éléments ne sont pas cumulatifs, sont alternatifs. C'est-à-dire que lorsqu'on constate qu'il y a les indices sérieux de culpabilité, on peut vous arrêter. Uniquement par ça. Et donc, on constate qu'en tout cas, il y a vraiment 80% de chances que tu sois condamné. Le magistrat peut ordonner votre arrestation et vous soyez maintenu sous mandat d'arrêt provisoire, comme c'est fait dans le cas. Parce que déjà, quelqu'un comme M. Blattner et les autres ont des identités bien connues, des résidences bien connues, leur fuite n'est pas à craindre. Mais peut-être que c'est parce qu'il y a des indices sérieux de culpabilité et pourquoi on les a arrêtés. Mais on voit par exemple des sons discordants, on entend des sons discordants au sein du CAF, on ne veut plus de l'UNC qui est votre partenaire. En même temps qu'on ne veut plus de l'alliance avec le FCC, finalement, après les deux, ce serait peut-être le tour des alliés de l'UDPS. Vous avez l'impression que l'UDPS voudrait régner seul dans ce pays? Non, au regard de la grandeur, les alliés ont été reçus le week-end passé par le chef de l'État. Nous étions là, donc c'est pour vous dire que le chef de l'État nous a réitéré encore son soutien. Nous sommes parmi ceux qui ont cru à lui dès le premier jour, donc à 6 heures. Quand les autres le critiquaient encore, quand les autres ne voyaient pas en lui le fleur d'un leader, nous on avait découvert qu'il avait le fleur de leader et que le destin allait reposer sur cet homme. Et nous l'avons choisi, donc nous avons mené un combat avec lui. Mais le plus important est que dans la bataille, il y a ceux qui tombent et ceux qui restent debout. Il y a ceux qui, par leur propre comportement, se rendent coupables eux-mêmes. Ou on fait tomber des éléments gênants. Gênants par rapport à quoi? 2023 qui profile à l'horizon. Non, mais M. Caméré lui-même avait désisté auprès de Félix. C'est-à-dire qu'il avait reconnu que Félix était un peu plus, avait un peu plus une valeur ajoutée que lui n'avait pas. Il y a un accord qui voudrait que lui soit candidat en 2023. L'accord voulait aussi qu'il soit Premier ministre. Mais il ne l'a pas été. C'est-à-dire on va aller de violation en violation. En fait, c'est pas moi qui l'ai violé. J'ai suivi son interview sur RFI au lendemain de la proclamation des résultats. Il a dit que ce qui compte pour lui, c'est le peuple congolais. Il a dit que si Caméré devient bourgmestre de la commune de la Gombe, tout le monde cherchera à devenir bourgmestre parce que c'est Caméré. Donc, lui veut le bien-être du peuple. Si le bien-être du peuple voudrait que Félix soit candidat en 2023, je pense que comme il aime le peuple, il sera obligé. Est-ce qu'il faut rompre avec le FCC? Non, je voudrais le dire, je l'ai dit tantôt dans d'autres émissions. Le FCC, c'est un incident de parcours. De moi-même, me demander de travailler avec le FFF, je n'accepterai pas. Ce sont des gens qui ont détruit ces pays. Tout ce que nous leur demandons aujourd'hui, c'est de pouvoir garder une distance, une ligne de conduite, laisser les chefs d'État faire le travail. Aucun Congolais ne voudra accepter. Le prix que paye Félix aujourd'hui, c'est parce qu'il a accepté cet accord avec le FCC. Et donc, nous avons accepté parce que nous sommes républicains. En républicain, pourquoi? Parce que les institutions de la République sont réglées par la Constitution. La Constitution vous dit que c'est le parti qui est majoritaire ou la plateforme qui est majoritaire, c'est elle qui aura, majoritaire au sein du Parlement, c'est elle qui aura la primature. Et donc, le chef de l'État a accepté que nous puissions aller avec en coalition. Et ça, c'était contre notre bien vouloir. Et je dis, aucun Congolais ne le vaudra. C'est parce que nous, quand même, les intellectuels, il y avait un travail qu'il fallait faire au niveau de la base. Et d'ailleurs, vous savez toujours que la base est toujours en surchauffe, ce qui concerne les gens du FCC. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, le comportement de certains cadres qui ont servi ce pays dans des fonctions très très hautes, leur comportement, leur tentative de trahison. Et donc, on sait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La chasse à l'homme a commencé? Il n'y aura pas de chasse à l'homme. Lorsque vous vous rendez coupable vous-même,
de faits infractionnels, la justice va faire son travail. Le chef de l'État a dit ceci, je n'ai jamais entendu ça depuis pendant les 18 ans de Kabila, qu'il n'y aura pas de justice faite à la présidence. Je suis praticien du droit, je ne suis pas un juriste assis dans un bureau climatisé, non. Je suis un juriste de terrain qui va dans des cours et tribunaux et qui plaide les affaires. Nous savons ce qui s'est passé dans ce pays. Nous ne sommes pas de petits enfants. Mais lorsque le chef de l'État dit qu'il n'y aura pas de justice faite à la présidence, moi je dis aujourd'hui, aucun magistrat ne dira qu'il a rendu telle décision parce qu'il a eu pression de la présidence. Vous voyez, il y a 2 ans passés, un des têtes de cabinet du chef de l'État être lynché dans les médias comme ça s'est fait maintenant. Vous voyez dans les temps passés, un conseil du chef de l'État être arrêté et jeté en prison, qui est son frère, un ami d'enfance. Ressortir 3 jours après. Vous voyez dans le temps passé, Ressortir un 3 ministre jours provincial du PPRD ou de l'AMP être condamné parce qu'il y a eu mort d'homme. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez dans les temps passés, Blattner aller en prison. Vous ne connaissez pas Blattner, moi je connais Blattner. Avant Blattner, dans ce pays, on a vu quand même le patron d'une société puissante être placé en garde à vue, mais on ne va pas entrer dans tout ça. J'étais son conseil et je l'avais assisté. Je sais de quoi je parle. Alors, donc, j'étais le conseil de ce monsieur que tu veux citer, c'était un Libanais, et j'étais son conseil, et c'est lui qui l'avait assisté, c'était moi qui l'avais assisté. Vous en savez sans doute quelque chose. Donc, je connais ce qui s'était passé. Mais une année après, est-ce qu'on pourrait dire que Félix Tshisekedi maîtrise parfaitement la situation ou il y a encore des éléments qui lui échappent? Non, je pense que le chef de l'État a atteint maintenant la maturité d'un chef d'État. Et je suis en train de voir maintenant qu'il est en train de prendre maintenant la dimension que nous voulons qu'il prenne. Il parle maintenant de moins en moins. Il agit beaucoup. Et aujourd'hui... Ces déclarations intempestives vous génèrent en quelque sorte? Non, il fallait communiquer. Le problème, c'est que nous étions habitués à un chef de l'État qui ne savait même pas faire pas savait faire une interview, mais qui ne communiquait pas avec le peuple. Il y avait une rupture totale. Et quand nous avons un chef de l'État qui sait communiquer, parce qu'il ne faut pas seulement parler au peuple, c'est qu'il sait communiquer. Il sait haranguer la foule. Et parfois, il communique mal. Bon, vous êtes un expert en communication. Même une communication mal, c'est une communication. Elle a une valeur dans la communication. Elle a des conséquences alors sur l'action. On va prendre des questions. C'est très important. Maître Roby Kayenga, qui est avec nous ce soir dans Face à l'Opinion. L'opinion ici représentée vous posera des questions. On n'a plus beaucoup de temps. Pierre? Monsieur Kayenga, on a vu les militants de l'UDPS bloquer le fonctionnement de toute une commune, Galema. C'est pendant 2 semaines, et cette commune est dans quelques mètres de la résidence présidentielle. En tant qu'allié de l'UDPS et maître avocat, quelle est votre lecture? En 2 semaines, on est à la 3e semaine maintenant. Le bureau cadenassé, les fonctionnaires dans la rue. Le siège pris d'assaut par des militants de l'UDPS qui ont même installé le drapeau de votre parti allié. Maître, ça devait vous révolter. Vous savez que nous avons tous décrié ces nominations cavalières de M. Gentilini Kobila. Pourtant validées par l'UDPS. J'en viens. Il y a la théorie des droits acquis. C'est-à-dire que même si vous avez été nommé dans l'irrégularité, mais lorsque vous bénéficiez de ces droits-là vous sont acquis. C'est un principe de droit administratif. De 2, ce que je voudrais dire, que vous savez qu'un bourgmestre, c'est le représentant des gens de la commune. Ce que Gentilini devait comprendre, c'est que qu'est-ce que ce bourgmestre-là représente par rapport à la population d'Engalima. C'est ça en fait ce qu'il doit chercher. Est-ce que c'est quelqu'un qui traduit effectivement les aspirations du peuple de la commune d'Engalima? Maintenant, pour répondre à la question de notre ami, oui, c'est que c'est simple. La justice, la police est là pour mettre de l'ordre. Si il s'avère que, parce que je n'ai pas été là, je n'ai pas eu le temps de passer par là, s'il s'avère que ce qu'il dit est vrai... Non, ça fait 3 semaines, c'est connu de tout le monde. Les activités sont paralysées. Oui, mais pourquoi la police ne fait pas son travail? Ils ont peur de l'UDPS. Pourquoi? Moi, j'ai vu des militants de l'UDPS être condamnés. À Lubumbashi, ceux qui ont incendié les quelques militants qui ont incendié les sièges du parti du PPRD ont été condamnés. Pourquoi on n'a pas eu peur d'eux? Vous n'avez pas vu certaines marches de l'UDPS être réprimées? Pourquoi avoir peur de l'UDPS lorsque quelqu'un se comporte en marge de la loi? Mais lorsque les gens sont en train de revendiquer, ça c'est légal. Les gens peuvent en train de revendiquer. S'ils ne revendiquent pas et qu'ils ne cassent pas et qu'ils ne menacent pas les gens,
les paisibles citoyens. Là, il revendique en paralysant les activités communales. Non, mais ça, si le revendique conformément à la loi, parce que nous sommes dans un pays de liberté. C'est tout simplement ça. Et quand les gens revendiquent leurs droits, et que ceux qui sont là aussi estiment que les revendications sont légitimes, moi j'aurais bien voulu qu'on aille quand même demander aussi ce que pensent les administrateurs de la commune. Qu'est-ce qu'ils pensent, c'est ceux qui travaillent à la commune. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette suspension? Votre liberté s'arrête là. Le problème là, c'est que ce que Gentini Ngobila n'arrive pas à faire dans ce pays, c'est de nous donner le plan d'assainissement de Kinshasa. Ça, on ne le voit pas. Et je suis en train de fusiller son comportement d'aller d'essai-erreur. Ça, c'est pas bien. Gentini Ngobila a lancé Kinbopeto sans avoir des camions d'évacuation des immondices. Et ce n'est qu'après, 3-4 mois après, que j'ai vu qu'il vient d'acquérir 20 camions d'évacuation des immondices. Ça, c'est quel genre et puis, il doit nous produire. Kinshasa, moi je disais avant les élections de Kinshasa, je suis passé sur une chaîne, j'ai dit, si on me demande d'être gouverneur de la ville de Kinshasa, je refuserai. Parce que Kinshasa a des défis énormes. Pour moi, Kinshasa est à refaire. Et donc, lorsque vous avez pris l'engagement d'être le gouverneur de Kinshasa, il fallait savoir ce qui allait vous attendre. Ce qui va vous attendre, ce n'est pas donner 10 millions à chaque bourgmestre pour évacuer. Non, ce n'est pas ça. Il faut un plan d'assainissement, un plan d'évacuation des immondices. Et comment ces immondices seront traités? Où est-ce qu'on va les jeter? C'est ce qui est plus important. Et ça, il était peut-être le premier à démissionner. Et quand on renvoie des bourgmestres qui déméritent, on est accusé alors. Lui-même déjà d'abord ne mérite pas. Qui peut le donner à Gentini Ngobila 3 points sur 10? Qui? Des Quinois que nous sommes. Vous et moi. Nous vivons, l'avantage c'est que nous vivons dans ce pays. Nous vivons tous à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui donner à Gentini Ngobila 3 points sur 10 depuis qu'il est gouverneur? Quelle action qu'il a menée? C'est lui-même est le premier qui a démérité. Je ne suis pas chargé des côtés, moi. Une autre question. Une autre question. Il n'y a pas de questions ici. Pierre, tu veux revenir? Oui, je vais revenir parce que vous avez dit tout ce que le chef de l'État est en train de subir aujourd'hui, c'est pour avoir accepté une certaine relation avec le FCC. Êtes-vous prêt aujourd'hui d'imaginer sur les conséquences au cas où il y aurait divorce entre FCC et Cash? Vous savez, les scénarios sont prévus par la Constitution. La Constitution prévoit la cohabitation et la Constitution prévoit aussi la coalition. C'est-à-dire, lorsque vous estimez que vous ne pouvez pas aller en coalition avec le parti qui est majoritaire ou la plateforme qui est majoritaire au niveau du Parlement, vous pouvez aller, ils pouvaient leur laisser faire leur gouvernement et le chef de l'État reste chef de l'État et puis ils gèrent le pays au quotidien. Les conséquences maintenant. Les conséquences que nous ne voulions pas à l'époque, quand le chef de l'État a accepté cette coalition, c'est qu'il y a eu blocage. Et c'était une expérience qu'on n'avait jamais vécue dans notre pays. Il fallait accepter d'aller en coalition. On pensait, ou on continuait à croire à la bonne foi de ces Congolais-là. Ils devaient comprendre que le peuple les avait désavoués et que en revenant, ils devaient se laver dans l'eau bénite et peut-être subir un exorcisme politique pour revenir d'être de bons citoyens. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir dans leurs efforts. Et que si jamais le chef de l'État, on s'est décidé de rompre avec eux, ce qui est d'abord souhaité par beaucoup de Congolais, il n'y aura aucune conséquence. Le problème, c'est qu'on va dissoudre ce Parlement. On dissout le Parlement. Vous avez dit aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence. Quelle est la conséquence? Il faut organiser les élections en déance. C'est ça la conséquence. C'est la voie de sortie par contre. Est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui? Bon, ce pays est trop grand pour le réduire à 2 millions, 3 millions de dollars des élections. Ça ne coûte pas 2-3 millions. J'ai tout simplement dit, mais le pays est trop grand. Il y a beaucoup de ressources dans ce pays. Mais si c'est cela pour le bien de la population, qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est cela le problème, la responsabilité des hommes politiques. C'est la responsabilité des amis de Kingakati. Ils devaient comprendre que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la stabilité politique. Ils doivent sortir de ce politisme moutonnier qui sont en train de mener ce pays. Mais comme on ne peut pas pour l'instant dissoudre le Parlement, on s'adonne maintenant des attaques ciblées. Hier c'était Kalev ou encore Chadari. Aujourd'hui c'est Delphin Kaïbi qui vient malheureusement de nous quitter. Je crois que les circonstances de sa mort doivent être élucidées. Ça ne vous dit rien en tant qu'un homme averti. Pourquoi il est mort? C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est des attaques ciblées. Pourquoi tout ce temps si on ne les a pas poursuivis? Je crois que c'est là aussi la bonne foi des gens du FCC. Ils doivent être de bonne foi.
Ce pays ne leur appartient pas. Ce Congo nous appartient tous. Et tout ce que nous avons voulu, les chefs d'État disent que je ne veux pas fouiner dans le passé. Mais maintenant, là, commençons un nouveau départ pour le salut du peuple. Pourquoi il se retrouve toujours dans des compromissions? Pourquoi Kalev est toujours dans des histoires un peu pas très très loyales? Pourquoi Delphin aujourd'hui, on le suspend hier, et aujourd'hui il devait être entendu à 9h, et à 6h, 7h, on le trouve mort? Vous allez nous dire que c'est un suicide? Et pourquoi un militaire s'est suicidé? Pourquoi? Il a été tué, je crois que la justice nous en dira plus. Et pourquoi il est mort? Il a refusé de cracher le morceau. Peut-être ça. Ça, on ne sait pas, la justice nous en dira un peu plus. Mais c'est là que ça devait interpeller les Congolais. Même ceux de la Mouka qui pensent que Tshisekedi a trahi le pays, n'a pas trahi le pays. Il y a des gens qui ne veulent pas du bien du peuple congolais. Et c'est par ces actes précis qu'il y a lieu de comprendre que le mal est si profond. Jusqu'où cette alliance est en mesure d'aller? Pardon? Jusqu'où l'alliance FCC-Cash est capable d'aller? Jusqu'à ce que le FCC comprenne qu'il a été désavoué par le peuple et qu'ils doivent laisser le président de la République, Tshisekedi, gérer ce pays selon la vision qu'il a. Et ils ne peuvent que se soumettre dans la vision, pas se soumettre à un homme qui est dans une ferme. Pas accepter de signer des actes de démission avant même que vous soyez ministre. Pourquoi vous ingérez dans la gestion d'un regroupement politique considéré comme bien privé? Mais parce que vous me demandez de la coalition de regroupement politique. Vous me demandez l'avenir de FCC et Cash, c'est-à-dire de regroupement politique. Et donc je ne m'ingère pas, c'est toi qui me demandes, c'est toi qui m'as invité. Si tu me demandes d'y sortir, je sortirai volontiers. Mais seulement, j'essaie de te faire voir que ces gens, ils ne se comportent pas loyalement vis-à-vis du peuple congolais. Et c'est moi, je suis en train de voir déjà un avenir un peu plus sombre avec le FCC. Et donc je pense que beaucoup de Congolais comme moi, ils trouvent très mal ce genre de comportement. Est-ce qu'on n'est pas d'une certaine façon en crise, comme l'a dit Lisanga Bunganga, qui demande d'ailleurs un dialogue politique inclusif? Vous savez, Lisanga Bunganga est devenu ministre par le dialogue. Il aime beaucoup le dialogue pour devenir ministre, parce que sans cela, il ne sera pas ministre. C'est ça en fait. Hein. Ce sont des Congolais qui sont habitués dans les conciliabules. Ici, ce que nous disons, nous ne le disons pas de mauvaise foi. Nous demandons tout simplement aux amis du FCC de revenir à la raison, d'être derrière le chef de l'État, travailler pour le bien du peuple congolais. Nous ne le disons pas avec haine ou antipathie. Non. Nous le disons parce que nous constatons qu'ils veulent quand même déraper dans leur comportement. On leur demande de rentrer sur la voie. Qui ont dérapé jusque-là et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais vous avez évoqué le cas de Kalev, vous avez évoqué le cas de Delphin. Le cas est plus interpellateur. Comment quelqu'un a été suspendu hier, il devait être entendu, et puis il est mort. Cette mort-là ne vous dit rien, Jean-Pierre. Une dernière question avec Saïdi, parce qu'on doit rendre à l'antenne. Roby, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, là, vous êtes en train de tacler le FCC. C'est toujours le FCC qui bloque les ordonnances sur les attributions de ministres? Non, je pense que les ordonnances ont été... C'est un sujet délicat. Non, ce n'est pas un sujet délicat. Et donc, le chef de l'État les signera au moment opportun. Mais les informations en ma possession, c'est qu'ils ont été débattus au Conseil des ministres. Et la commission chargée de loi au niveau du Conseil des ministres a travaillé là-dessus. Et les ordonnances ont été renvoyées au chef de l'État. Je crois qu'il y a un toilettage qui s'est fait. Il les signera. Ce n'est pas ça le problème. Vous savez que la République peut même fonctionner. Ça ne bloque pas le fonctionnement. Même sans le gouvernement, oui. Les secrétaires généraux de ministères peuvent gérer ce pays. Ils peuvent gérer ce pays. Et donc, ça ne bloque pas, parce que nous avons les ordonnances de 2017. C'est pas de ça que nous évoluons avec. Le principe de la continuité de l'État existe. Donc, ça ne peut pas, ça ne bloque rien. Ça n'a rien à voir avec la gestion de l'État. Parce que vous n'êtes jamais allé dans un service de l'État, on vous a dit qu'on ne sait pas vous donner vos droits, on ne sait pas vous délivrer tes documents parce que les ordonnances n'ont pas été signées. Non, ce n'est pas ça. Entre-temps, les entreprises publiques, les tractations sont très avancées. Va-t-on revenir sur les ordonnances nomades de nouveaux mandataires, par exemple à la GCAMIN ou à... Le chef de l'État avait dit que les ordonnances seront d'application, donc je continue à garder cette parole. Je voudrais bien voir cela être appliqué. Mais si le chef de l'État trouve qu'il y a des aménagements à faire, peut-être pour tel ou tel problème pendant ce temps, il peut toujours le faire. Donc ce n'est pas un problème. Mais je sais qu'il avait déclaré que les ordonnances seront exécutées. Ils ne seront pas retirés. On a fini l'émission de ce soir. Maître Roby Kainga, vous allez faire comme à l'entrée, regarder la caméra et vous adresser à l'opinion qui vous a regardé. 45 minutes, ça va très vite. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour l'invitation. Je demande au peuple congolais et à tous ceux qui nous ont suivis d'être derrière le chef de l'État, soutenir les actions. Ils doivent comprendre que
le train de développement, la rupture que nous avons cherchée est déjà là. Il suffit maintenant que tout le monde se mette au travail pour le bien du peuple. Nous allons atteindre notre développement. Et nous pensons aussi que ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays appartient aux Congolais qui se sont choisis un président et qui veulent le voir travailler et qui veulent le voir répondre à leurs aspirations profondes. Est-ce que nous souhaitons à ce que cela soit fait ainsi? Merci beaucoup. On devrait applaudir pour Maître Kayenga qui nous a fait l'honneur d'être l'invité de Face à l'opinion. Merci beaucoup d'être venu. Nos portes restent gravement ouvertes. Tu peux maintenant demander si j'ai convaincu. Enfin, c'est à l'opinion de juger, à la cité, à la maison, partout où on nous suit. On vous rappelle que merci également à vous, messieurs et dames, d'être venus nous poser des questions. Merci à vous qui avez regardé ce programme. Face à l'opinion revient la semaine prochaine. Face à l'opinion New Look, parce que nous aurons et notre habillage et une autre façon de faire les choses dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Bien, merci. Merci Jean-Pierre. Vous avez convaincu. Merci.